le docteur Xavier Briffaut, qui va nous donner son avis, son éclairage sur la journée et sa perspective sociologique. Qui est chercheur au CNRS. Je pense que vous le connaissez pour la plupart. Bien, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je suis vraiment très honoré de conclure. Cette journée est extrêmement riche. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais pouvoir dire à cette journée, donc j'avais imaginé vous parler plutôt de façon assez générale et théorique de différentes analyses issues des sciences humaines et sociales sur la psychiatrie et les neurosciences. Alors, comme font souvent les philosophes, j'avais commencé à faire mon petit tas de bouquins sur mon bureau. Donc il y avait là la trilogie de Vincent Descombes sur la philosophie de l'esprit, différents ouvrages anglais sur la philosophie de la psychiatrie, des ouvrages de Mauss, de Wittgenstein, Elias, Pierre-Henri Castel, Ehrenberg, le désormais classique livre de Steve Demazeux sur le DSM, des ouvrages un peu critiques, soit internes, soit externes, sur les neurosciences et sur l'imagerie. Et dans une moindre mesure par rapport au texte majeur dont je viens de vous parler, j'avais imaginé vous parler aussi de quelques textes que j'ai pu publier récemment ou que j'ai pu présenter sur les usages de la sociologie en psychiatrie et dans le domaine des troubles mentaux. Donc vous trouverez tout ça sur ma page ResearchGate, parce que en fait, comme font souvent les sociologues, avant de commencer, j'ai voulu comprendre dans quel contexte allait se situer cette intervention. Donc je suis allé sur le site de l'AESP pour comprendre quels étaient les fondamentaux de l'association. Et donc j'ai vu qu'il était question d'une association composée de jeunes psychiatres et qui communiquait donc sur la sémiologie psychiatrique. Et en particulier, je suis tombé sur ce document dont Pierre-Alexis m'a confirmé tout à l'heure qu'il était un document important pour l'association, une sorte de position paper sur vos valeurs, presque, et vos positions, et donc qui s'appelle « Tout ce que vous avez voulu savoir, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la psychiatrie ». Et là, malheureusement, ma pile de bouquins est tombée du bureau parce que j'ai vu que la psychiatrie, ce n'est ni abstrait, ni de la philosophie. Alors donc je me suis trouvé quand même bien embarrassé pour vous parler en m'appuyant sur des textes qui sont ceux que je vous ai montrés, qui, quel que soit le potentiel absolument concret et pratique que je leur accorde, sont quand même un petit peu abstraits et philosophiques. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai remis mes livres sur l'étagère, et j'ai choisi de vous parler de quelque chose de beaucoup plus concret, bien que éminemment subjectif, à savoir ce que ça m'a fait de lire les documents de votre site, et en l'occurrence essentiellement celui-là. Donc j'ai appelé mon intervention « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la psychiatrie et ce que ça fait à un chercheur en sciences sociales et épistémologie de la santé mentale de l'apprendre ». Ah bon, évidemment, vous aurez compris que c'est une sorte d'artifice rhétorique pour quand même vous parler de ce dont je viens de vous dire que je ne vous parlerai pas, parce que le chercheur en question, c'est donc moi, et quand même je suis un peu nourri des ouvrages que je viens de mentionner, et donc on va évidemment en trouver la trace dans ce que ça m'a fait de vous lire. Et donc ça suggère immédiatement que tout ce matériau donc abstrait et philosophique, cette denrée mentale, pour reprendre le titre d'un des ouvrages de Vincent Descombes que je mentionnais, ou bien cet esprit objectif, ces jeux de langage, selon des terminologies d'autres auteurs, ça pourrait bien tout de même avoir des effets concrets sur ma position subjective, peut-être même que ça organise fortement mon rapport au monde, que ça pourrait structurer la relation qui nous relie lors de cette conférence, et que même on pourrait aller jusqu'à se demander qu'est-ce qui de moi, de mon cerveau, de ces éventuels modules, circuits, parties, neurones et neuromédiateurs, ou bien de ce qui se trouve dans ce matériau théorique et abstrait qui m'est pourtant extérieur, qu'est-ce qui est le plus opérant pour déterminer mes actes au cours de cette conférence? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que pour un sociologue holiste, comme j'essaye de l'être, dans une lignée qui va de Mauss à Ehrenberg, en passant par Wittgenstein et Descombes, pour le dire vite, ce qui sert de fondement au sujet et à ses positions subjectives, ça n'est pas l'individu, encore moins une partie cérébrale de celui-ci,
mais ce sont plutôt des catégories d'entendement et des institutions du sens, pour reprendre le terme de Descombes, institutions du sens auxquelles ce sujet va s'articuler et qui vont organiser ses relations au monde, donc ses relations aux autres humains. Or, ces institutions du sens, pardon, sont sociales. Du moins, c'est la position que je vais adopter en sociologue. Et donc, quelles sont donc les institutions sociales du sens dans lesquelles les propos de la psychiatrie qu'on trouve sur votre site nous inscriraient si nous les adoptions? Alors tout d'abord, ce qu'on note, c'est un positionnement identitaire très affirmé, parce que le document sur le site s'ouvre sur la question de la dénomination. Alors bon, on ne sait pas trop s'il s'agit de dénommer l'intervenant en psychiatrie ou bien le patient en psychiatrie, j'ai supposé que c'était plutôt l'intervenant. Mais en tout cas, il est à nouveau nommé en creux. C'est-à-dire que la psychiatrie n'est pas abstraite, elle n'est pas philosophique, et on ne dira pas de l'intervenant qu'il est psy. Et ce parce que on ne désignerait pas les intervenants ou des patients d'autres domaines par le préfixe de la spécialité médicale concernée. Bon, c'est une justification qui me semble un peu ténue, parce qu'il me semble qu'il n'y a aucun problème à dire je vais chez le cardio, c'est le patient. Il n'y a aucun problème non plus à dire on trouve souvent chez le patient cardio. Merci de l'intervention, c'était pas préparé. Et par ailleurs, c'est quand même un choix qui s'inscrit en opposition directe à un usage social tout à fait établi, puisque rien n'est plus courant que d'entendre le psy, les psys, c'est un cas psy, donc le patient. Donc il y a un choix, un positionnement affirmé, et j'y reviendrai. Alors après avoir appris que donc la psychiatrie ce n'est ni abstrait, ni de la philosophie, ni de la psy, j'apprends donc que c'est une spécialité. Alors, dans la mesure où il n'est pas dit qu'il s'agit d'une médecine spécialisée, ce qui obligerait à dire spécialisée en quoi, mais d'une spécialité médicale, je vais considérer que en fait là l'hyperonyme c'est la spécialité et que l'hyponyme c'est la spécialité médicale. En d'autres termes, ce qui est primaire c'est d'être spécialisé, et en particulier peut-être en tant que ça s'opposerait à être justement abstrait ou philosophique. Alors, parmi les différentes sortes de spécialités qu'on connaît, spécialités culinaires, régionales, etc., la psychiatrie a la particularité d'être médicale. Alors, des spécialités médicales, il y en a d'autres, vous le savez bien mieux que moi, et je vais en distinguer au moins deux groupes. D'une part, celle qui se termine en logie. Donc, logie, logos, le savoir, les concepts plutôt théoriques, etc. La dermatologie, la cardiologie, la néphrologie, la neurologie et tant d'autres, dont le préfixe est donc généralement un organe. Donc ce seraient des sciences dont l'objet est un organe. Par exemple, la cardiologie, je trouve sur ce site hôpital.fr, la définition de la cardiologie, c'est la partie de la médecine qui étudie le cœur, les artères et les veines, leur fonctionnement, leur maladie et les moyens de les soigner. Et d'autre part, donc les autres médecines plus rares, qui se terminent en iatrie, donc iatros, le médecin. Alors parmi lesquels donc la pédiatrie, qui est la médecine des enfants, la gériatrie, qui est la médecine des personnes âgées, la phoniatrie, qui est la médecine de la voix, et la psychiatrie, qui est la médecine d'un vieux concept, psyché, l'âme, l'esprit, résidu d'un dualisme révolu, du moins si on en croit le DSM-4, qui écrivait dans son introduction que la distinction entre les troubles mentaux et les troubles physiques est un anachronisme réducteur du dualisme esprit-corps. Donc à ce double titre, la psychiatrie, ce serait donc directement une médecine, c'est-à-dire une capacité pratique, une métis plus qu'un logos. Et dans ce cas-là, la question de la relation de cette pratique à un savoir préalable qui fonderait cette pratique demande à être posée. Alors, de fait, toujours sur le même site hôpital.fr, il est dit de la psychiatrie que c'est une partie de la médecine qui étudie les maladies mentales et leur traitement. Donc l'objet primaire, c'est bien la maladie et pas un éventuel objet mental, un organe mental, au fonctionnement normal duquel on s'intéresserait avant que de s'intéresser à ces dysfonctionnements. Alors incidemment, ça, normalement, ce serait l'objet de la psychologie, mais la psychologie, c'est pas une spécialité médicale, et elle se situe peut-être un peu du côté des choses abstraites et philosophiques. Du moins, c'est ce que disait Auguste Comte, le célèbre créateur du positivisme, dont je vais reparler quand je vais aborder la question de l'empirisme logique,
qui est au fondement du DSM. Et Auguste Comte refusait absolument de tenir la psychologie pour une discipline scientifique, à la différence de la biologie d'une part et de la sociologie d'autre part. Alors j'ai mis ici un article de synthèse sur la position d'Auguste Comte qui est intéressant, vous pourrez aller le voir. Alors quant à la psychopathologie, si même on la range pas dans la même catégorie que la psychologie, de toute façon c'est quand même une science des dysfonctionnements du psychisme, et c'est pas une science des fonctionnements normaux. Alors, ensuite, on apprend donc que la psychiatrie, c'est une spécialité médicale, certes autonome, mais quand même comme les autres. Alors, ça, c'est aussi une position bien tranchée dans un débat. La psychiatrie, médecine, pas médecine, comme les autres, pas comme les autres, qui a vu les psychiatres s'entretuer depuis des décennies, qui souvent a été tranchée dans le sens opposé à celui que vous employez ici. Donc, à savoir que donc la psychiatrie, ce serait une médecine pas comme les autres. Donc là, à nouveau, vous avez une position tout à fait forte sur la question. Mais de fait, cette position psychiatrie égale médecine comme les autres, elle se développe chez les jeunes psychiatres et les futurs psychiatres. Et j'avais fait une étude avec certains de vos collègues de la FEP, Aude von Effenter et d'autres, sur les conceptions et les pratiques des internes en psychiatrie. Et je cite un extrait de ce que nous disaient ces internes. Ils nous disaient: les internes en psychiatrie estiment que les médecins ou internes des autres spécialités médicales ont du mal à les considérer comme des médecins, des soignants au même titre qu'eux. Le terme de stigmatisation revenant même à plusieurs reprises, les internes se sentent stigmatisés au même titre que leurs patients. Donc apparemment, l'internat en psychiatrie, c'est pas cool. Il y a tous les médecins, et vous, qui êtes stigmatisés au même titre que vos patients. Donc on comprend qu'il puisse y avoir un intérêt à se rapprocher de la médecine, ne serait-ce que pour cette raison-là, éventuellement. Alors, donc la psychiatrie, c'est une médecine comme les autres, mais quand même en mieux. Alors, bon, tout en reconnaissant l'humour marketing qui sous-tend probablement cette affirmation qui est à destination des jeunes étudiants, quand même, je lui ai accordé une certaine importance, justement parce que c'est quand même ça que vous vendez de la discipline à l'extérieur pour attirer des gens. Alors donc, apparemment, il y a deux choses qui participent de la rendre mieux que les autres. Alors tout d'abord, l'entretien psychiatrique, c'est un entretien médical, comme les autres. Mais en plus, et en mieux, je suppose, donc, il est compréhensif. Et il s'intéresse attentivement aux expériences subjectives des patients. Alors, en l'occurrence, l'exemple de sujet à l'expérience subjective duquel on s'intéresse, c'est une chauve-souris. C'est peut-être de la psychiatrie vétérinaire, comme on disait ce matin, mais là encore, je vais supposer que c'est pas juste pour décorer ou pour nous amuser que vous avez mis une chauve-souris. Et d'ailleurs, vous citez ici un article bien connu de Thomas Nagel qui s'appelle « What is it like to be a bat ?» Alors, du coup, je me dis qu'il y a là, dans ce choix de la chauve-souris, une position épistémologique sérieuse. Mais quelle est cette position épistémologique? Ou du moins, quelle est la position épistémologique que défend Thomas Nagel, qui incidemment est un professeur de philosophie, dans cet article qui est publié dans The Philosophical Review? Alors, qu'est-ce qu'il défend comme position? Alors, j'ai pris deux paragraphes pour voir les positions de Thomas Nagel. Alors, tout d'abord, le premier paragraphe nous explique pourquoi, dans les sciences des objets, dont le cas paradigmatique est la physique, s'éloigner des sens et d'un point de vue subjectivement situé, ça nous rapproche de l'objectivité, c'est-à-dire de l'en-soi, de ce qu'on cherche à expliquer. Ok. Le deuxième paragraphe de Nagel nous explique pourquoi, dans les sciences des sujets, s'éloigner des sens et du point de vue subjectivement situé ne nous rapproche pas du tout de l'en-soi de l'objet visé, mais au contraire, on nous en éloigne, parce que l'en-soi du sujet, c'est un pour-soi. Alors, pour les dites sciences du sujet, on pourrait penser que la psychiatrie, c'est un bon candidat paradigmatique, à l'instar de la physique pour les objets. Alors, qu'est-ce qu'il en serait de ce candidat paradigmatique pour les sciences des sujets si on adoptait les positions épistémologiques qui sont défendues donc, dans le document de la ESP? Alors, on nous dit que la psychiatrie dispose d'une sémiologie riche, précise et structurée, et peut-être c'est le deuxième élément qui participe à la fois à ce qu'elle soit comme les autres et aussi mieux que les autres. Sémiologie qui passe comme il se doit des symptômes au syndrome, et comme il se doit moins, ou comme il se doit plus difficilement, des syndromes aux maladies.
Je vais y revenir. Alors donc, la dite sémiologie, elle est contenue dans deux classifications très rigoureuses, nous est-il dit, la CIM-10 et le DSM-5. Alors je ne vais pas regarder la CIM-10, de toute façon c'est pareil, je vais regarder le DSM parce que c'est lui qui est en position normative, Franck Bellivier nous l'a dit ce matin, c'est lui qui est en position normative dans les publications scientifiques internationales en psychiatrie. Alors, ce que je vais appeler le dispositif DSM, c'est-à-dire la série des 5 DSM, mais surtout à partir du 3, et l'APA plus, on va dire, toute la communauté scientifique qui l'a institué en référence normative, tout ce dispositif a réussi à partir du DSM-3 deux grandes performances, entre autres choses. La première performance, c'est que ça a inscrit la nosologie psychiatrique, qui antérieurement était plutôt inspirée par un paradigme psychanalytique et par la notion de réaction aux stresseurs environnementaux, ça l'a inscrit dans une épistémologie néopositivisme et ça a tiré de ce mouvement une nosographie totale, à visée totalement englobante. La deuxième performance, ça a été d'imposer cette nosographie comme le socle épistémique de toute la nosologie, c'est-à-dire de la science des nosographies. Donc en fait, ce qui était la conséquence initiale d'une axiomatique, l'axiomatique qui a précédé le DSM-3, et dont je vais parler, et donc ça c'était un résultat qui était soumis à réfutation et à évolution, ça a fini par devenir l'axiomatique elle-même. Et en faisant ça, ça a acquis un statut paradigmatique qui fait que ça échappe à toute procédure d'examen précisément autre que philosophique, c'est-à-dire portant sur les catégories d'entendement elles-mêmes. Alors donc, bien que la psychiatrie ne soit pas philosophique, comme nous l'avons vu, je vais quand même me livrer à un petit examen épistémologique. Alors sur la première performance d'abord, sur le néopositivisme. Donc le néopositivisme, classiquement, c'est rattaché à un mouvement philosophique du début du XXe, ce qu'on appelle le cercle de Vienne. Donc Frege, Russell, le premier Wittgenstein, avant qu'il change complètement d'avis, Schlick, Carnap, Hempel qui a émigré aux États-Unis, où il va avoir une influence importante sur le DSM, et donc cette école, ou cette position néopositiviste, sa caractéristique principale, c'est qu'elle est vraiment très sévèrement anti-métaphysique. Et elle met très nettement l'accent sur la séparation nette qui doit être instaurée entre, d'une part, des énoncés scientifiques, et d'autre part, des énoncés non scientifiques. Et qu'est-ce que c'est qu'un énoncé scientifique? C'est une chose qui est énoncée dans des propositions formelles, exprimées dans le langage de la logique et des mathématiques, dont les dénotations de ces formules, c'est-à-dire les faits réels que ces propositions désignent, vont être calculées par des procédures opérationnelles qui vont produire des données vérifiables. D'où le terme empirisme logique, qu'on emploie souvent aussi pour désigner le néopositivisme. Et Schlick disait, le sens d'une proposition, c'est sa méthode de vérification. Donc tout ce qui est intermédiaire à ça, ou au-dessus de ça, donc les théories et les entités théoriques intermédiaires, ce ne sont pas des entités observables, donc il faut les construire de façon progressive par des opérations logiquement correctes à partir des unités observables. Donc dans l'approche néopositiviste, la construction du savoir, c'est ascendant, bottom-up. Toute connaissance scientifique est fondée sur des inférences logiques qui reposent in fine sur des propositions atomiques, c'est-à-dire des briques élémentaires, qui correspondent à des faits observables, et donc on distingue très nettement le niveau des faits observables de celui des théories qui sont par-dessus. Alors les historiens de la psychiatrie font jouer à Hempel, dont j'ai parlé, un rôle important dans la diffusion du néopositivisme, depuis les sciences physiques vers la psychiatrie, et en particulier dans une conférence en 1959 qu'il a faite à l'American Psychopathological Association. Il proposait une discussion des logiques classificatoires qu'il serait bon d'adopter en psychiatrie. Et dans cette conférence, il se réfère explicitement à un ouvrage de physique de 1927 en disant la définition opérationnelle d'un terme donné est conçue comme fournissant des critères objectifs par le moyen desquels tout scientifique peut décider pour un cas particulier si le terme s'applique ou ne s'applique pas. C'est la définition opérationnelle. Alors le problème, c'est qu'en physique, ça marche bien. Là, ça marche beaucoup moins bien. Pourquoi? Parce que cette référence, elle est essentiellement en fait incantatoire ou essentiellement rhétorique. C'est-à-dire que Hempel précise immédiatement que en clinique psychiatrique, il ne faut quand même pas être trop exigeant
sur la définition opérationnelle des symptômes. Et en particulier, dit-il, il ne faut pas exiger le recours à l'instrumentation et à la manipulation des objets considérés. La notion d'opération doit être prise dans un sens très large. Et, il ajoute, la simple observation d'un objet doit pouvoir être considérée comme une opération. Et une citation plus large, que j'emprunte à la thèse de Steve Demazeux, montre toutes les racines de l'erreur de raisonnement qui en fait va vicier toute la conception initiale du DSM à partir du 3 et jusqu'à aujourd'hui, puisque Hempel dit « Toute référence à des opérations d'un caractère hautement subjectif ou introspectif empêche de remplir les exigences requises dans la formation de concepts scientifiques. » Ok, c'est classique. Mais il ajoute « Les critères opérationnels d'application pour des termes psychologiques sont habituellement formulés en référence à des aspects publiquement observables du comportement qu'un sujet montre en réponse à une situation ou un stimulus spécifique publiquement observable. Avant de conclure, cela me semble être la manière la plus satisfaisante de remplir les attentes en termes d'objectivité scientifique. » Et par ailleurs, il précise aussi que, quand même, on ne peut pas exiger une définition opérationnelle de tous les termes utilisés en psychiatrie, parce que ça conduirait à une régression infinie. Donc finalement, il faut poser certains termes comme compréhensibles par eux-mêmes, comme faisant partie d'une sorte d'axiomatique. Et en l'occurrence, ce qui a été dit ce matin d'ailleurs, ce sont les comportements directement observables qui vont constituer les briques de base des entités théoriques de niveau supérieur, à savoir les catégories diagnostiques. Donc en fait, ce que fait Hempel, c'est exactement ce que dénonce Nagel. C'est-à-dire que Hempel dit que pour atteindre la réalité de la position subjective qui est requise pour utiliser des termes psychologiques, nous allons approfondir de plus en plus finement une position objective qui n'en tient absolument pas compte. Voilà ce qu'écrivait Thomas Nagel dans l'article que vous citez. Il dit donc, si le caractère subjectif d'une expérience est parfaitement compréhensible seulement d'un point de vue, alors n'importe quel mouvement vers une plus grande objectivité, c'est-à-dire un attachement moins grand à un point de vue spécifique, ne nous rapproche pas du tout de la véritable nature du phénomène. Au contraire, ça nous en éloigne complètement. Donc c'est comme ça que par une espèce de tour de passe-passe épistémologique qui a des conséquences majeures, en fait, la simple observation de sens commun, collectivement partagé, c'est-à-dire en fait le fait qu'on soit tous d'accord pour voir la même chose, ça c'est socialement construit, c'est chargé de théorie implicite et c'est chargé de valeurs. La question d'Alain Gérard ce matin correspondait très largement à ça. Donc c'est théorie laden, value laden, comme disent les sociologues et les épistémologues post-néo-positivistes. Et donc tout ça, là, cette observation collectivement partagée, ça prend la place de ce qui était supposé être une définition opérationnelle de fait naturel, au sens de la physique mécaniste pré-quantique, tout en continuant en même temps à se réclamer d'un opérationnalisme rigoureux, évidemment. Donc, du coup, s'agissant des entités diagnostiques du DSM, donc il va falloir fournir les procédures opérationnelles qui vont permettre de construire ces catégories diagnostiques à partir des briques de base que sont les observations élémentaires, dont la validité est supposée être obtenue par l'accord intersubjectif. Or, donc, dans une classification qui se veut inscrite dans un paradigme scientifique matérialiste, on s'attendrait à ce que ces construits théoriques, comme j'ai dit tout à l'heure, ils soient élaborés progressivement en remontant les chaînes causales des plus bas niveaux vers les manifestations phénoménales de plus haut niveau, c'est-à-dire, dans ce cas-là, dans une logique étiologique. En garantissant à chaque étape que ce qu'on est en train de faire, c'est bien de découper la nature à ses articulations, pour reprendre l'aphorisme bien connu. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui va être fait. Ce qui va être fait, c'est que Hempel va proposer une solution qu'on pourrait appeler statistico-pragmatique. C'est-à-dire, il va distinguer non pas les classifications qui sont vraies de celles qui sont fausses, mais celles qui sont scientifiquement fructueuses de celles qui ne le sont pas. Et il affirme que dans celles qui sont fructueuses, les éléments qui servent de critères d'appartenance à une classe donnée sont associés universellement ou avec une forte probabilité avec des regroupements plus ou moins importants d'autres caractéristiques. C'est là un peu la même logique que Keckley avec son histoire d'homme normal. On ne connaît pas l'essence humaine, mais en fait on peut l'approcher par les variations aléatoires que ça fait autour d'une moyenne. Ça se distribue de façon gaussienne.
Et donc ça dessine le contour. Donc ici, on a une maladie psychiatrique égale X, dont on décide par principe de ne rien savoir, puisque c'est athéorique, mais qu'on suppose quand même être un fait de nature, et dont on suppose qu'on va observer des supposées régularités phénoménales. Donc on va voir le centre de ça, l'essence de ça, modulo les variations que ça va avoir dans des patterns de co-occurrence d'un certain nombre de caractéristiques descriptives élémentaires qui sont censées couvrir l'ensemble des observables. C'est cette logique que vont endosser Spitzer, donc les concepteurs initiaux du DSM, et qui va mener aux définitions opérationnelles des symptômes élémentaires du DSM et aux fameuses définitions polythétiques des troubles, qui sont censées représenter le niveau théorique supérieur. Chaque définition étant donc la formalisation supposée fiable, c'est-à-dire d'un haut degré d'accord intersubjectif, de variations phénoménales qui sont aléatoirement distribuées autour d'une entité morbide naturelle qu'on suppose exister en dessous, et qui en serait la dénotation valide. Donc on passe du fiable au valide. Et Spitzer disait qu'on ne pourrait atteindre la validité que lorsque la fiabilité inter-observateur aurait elle-même été atteinte. Et de fait, logiquement, la fiabilité est un prérequis de la validité, évidemment. Et la flexibilité que permet la définition polythétique, c'est celle qui permet le mieux de concilier comme ça une hypothèse a priori naturaliste d'une naissance du trouble et une variabilité statistique de son expression phénoménale. Donc ça, c'était la première performance du DSM, c'est-à-dire choisir le néopositivisme, l'opérationnalisme, un pragmatisme statistiquement informé, tout en dégradant simultanément la rigueur méthodologique qu'impliquaient ces choix épistémologiques qui sont en vérité extrêmement exigeants, au point où finalement c'est le fait que plusieurs personnes soient d'accord entre elles pour voir la même chose, ça finit par valoir pour une opération scientifique rigoureuse, et d'avoir ensuite imposé le tout comme étalon hors de la psychopathologie dans le monde entier. Alors par ailleurs, est-il ajouté dans le DSM, les critères du DSM ont la vertu majeure de créer un langage commun entre cliniciens à propos des diagnostics de troubles. Et ça, c'est la deuxième performance. La deuxième performance, c'est qu'ils ont réussi, en imposant le DSM comme langue, à le constituer comme socle épistémique de toute la nosologie psychiatrique. C'est-à-dire qu'à partir de là, le DSM n'était plus l'effet d'une axiomatique antérieure, c'est avec l'axiomatique DSM qu'il était désormais requis de penser tous les troubles. Et ça se diffuse non seulement aux psychiatres, mais aux épidémiologistes, à la santé publique, aux médecins généralistes, aux patients, aux proches, bref, à tout le monde. Donc ça devient une interlangue. Donc finalement, cette option néopositiviste initiale du DSM, assortie de ce primat de la fidélité sur la validité et de cet opérationnalisme qui en vérité n'est pas du tout très rigoureux, mais qui finalement est extrêmement peu rigoureux, ça a mené à une définition des troubles mentaux qui se rapproche davantage de la juxtaposition d'items biologiques, psychologiques, environnementaux, situationnels, sociaux, etc., que de ce qu'on considère généralement comme le parangon de la science naturelle, la table des éléments de Mendeleïev, qui, elle, découpe bien la nature à ses articulations. Donc finalement, assigné à ces catégories du DSM, qui sont quasi conventionnelles finalement, et qui rassemblent pêle-mêle dans une même entité des niveaux logiques qui sont parfaitement hétérogènes, assigné à ça une dénotation naturelle qui serait une vraie maladie. Au mieux, c'est un défi scientifique qui reste à relever, mais ça fait 30 ans qu'ils essayent de le relever. Au pire, c'est un acte d'autorité performative, et je crains que c'est un peu ce que vous faites quand vous écrivez que les maladies psychiatriques, entendues donc comme les maladies psychiatriques du DSM, que ça vient juste après, sont des vraies maladies. Et que par ailleurs, les causes de ces maladies sont de mieux en mieux appréhendées. Donc Franck Bellivier s'inscrivait en faux ce matin contre cette affirmation en disant c'est pas vrai du tout, ça fait 30 ans qu'on n'a pas rien produit et rien appris, mais disons ça n'a pas éventuellement tenu ses promesses, à tel point qu'on nous disait ce matin ça vaut pas 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, ça doit être le prix de 2 ou 3 ronds-points. C'est quand même pas grand-chose pour définir la psychiatrie mondiale. Et par ailleurs,
c'est pas ni moi, ni Franck Bellivier, ni plein d'autres gens qui pensent, c'est les rédacteurs du DSM eux-mêmes qui le pensent. Parce que qu'est-ce qu'on trouve dans l'introduction du DSM 5, troisième paragraphe de l'introduction? Bien que le DSM ait été la clé de voûte de progrès substantiels dans la fiabilité, accord interjuge, il est désormais bien reconnu tant par l'American Psychiatric Association que par l'ensemble de la communauté scientifique travaillant sur les troubles mentaux, que la science, jusqu'au DSM-5, la science d'avant, n'était pas suffisamment mature pour pouvoir produire des diagnostics valides. DSM-5, 30 ans de DSM. Troisième paragraphe de l'introduction. Donc finalement, dans le meilleur des cas, on a 30 ans de domination du DSM qui nous produisent donc une nomenclature de syndromes sur lesquels, en gros, il est possible d'obtenir des accords intercotateurs avec une fiabilité satisfaisante. Et encore, c'est même pas vraiment vrai. Mais les 10 syndromes n'ont en aucun cas atteint le stade de validité qui leur permet d'avoir pour dénotation des vraies maladies. Et d'ailleurs, c'est, comme l'a rappelé Franck ce matin, la position que prend le NIMH sur le DSM dans son programme AirDoc. Donc, pardon, c'est pas le DSM sur la validité du DSM, c'est les AirDoc, le programme AirDoc sur la validité du DSM. Donc, que dit le NIMH à propos du DSM dans sa présentation du programme AirDoc? Alors, ils disent en gros, pardon, si ça c'était bien le DSM, l'intro du DSM sur la validité du DSM, et maintenant les AirDoc sur le DSM. Alors, ils nous disent les catégories diagnostiques du DSM ont peu d'intérêt clinique parce qu'elles ne correspondent que modérément à des maladies mentales. Les résultats biologiques obtenus pour les troubles mentaux sont non spécifiques. Il se pourrait qu'une telle spécificité existe, mais pas pour les troubles tels qu'ils sont définis. Le système DSM, pour autant, est devenu ubiquitaire et il continue de structurer massivement les travaux de recherche. Mais en fait, ce système repose sur une science et une logique périmée. Et en tant qu'hypothèse théorique et de travail, qui était légitime et honorable il y a 30 ans, on peut considérer qu'il a été réfuté par les 30 ans de travaux scientifiques sans débouchés majeurs qui ont suivi. Et donc, ce que propose l'AirDoc, c'est d'inverser la logique et de partir non plus des catégories consensuelles de troubles mentaux pour en chercher éventuellement les éventuelles dénotations naturelles, mais plutôt de monter de la compréhension du fonctionnement neuropsychologique normal vers les phénomènes cliniques. C'est une position qui est d'ailleurs pas nouvelle, vous la trouvez chez Stephen Stahl, qui écrivait ça dans son manuel de psychopharmacologie, en disant pourquoi on n'y arrive pas, parce que les troubles mentaux sont définis comme des mélanges de symptômes packagés en syndromes, et ces syndromes résultent de consensus rédigés par des comités qui écrivent les nésographies, en conséquence de quoi les troubles mentaux ne sont pas des maladies. Alors pour conclure, je voudrais juste faire une petite analyse logique, strictement logique, philosophique, des positions qui sont développées donc dans votre document et regarder comment elles sont compatibles. Alors, on a d'un côté la position de Nagel, selon laquelle pour plus de vérité, il faut aller vers plus de subjectivité. Donc, le psychiatre doit se déplacer d'une position externe, objective, pour aller s'aligner avec la position subjective des patients, en sachant que le patient est lui-même, comme je dis en introduction, articulé à un système d'institutions sociales qui le rend commun, non pas à ses congénères, mais à ses co-sociétaux, et il est façonné par une histoire biographique qui le rend éminemment singulier, tout en étant parfaitement commun. De l'autre, on a la position du DSM, pour laquelle, pour plus d'objectivité, pour plus de vérité, il faut aller vers plus d'objectivité, et il faut donc que le psychiatre se déplace non pas pour s'aligner avec le patient, mais il faut qu'il s'aligne avec le DSM. C'est-à-dire il faut qu'il regarde le patient à partir du point de vue, si tant est qu'il y a un point de vue dans le DSM. Le DSM se veut une description de faits objectifs naturels, donc il n'y a pas de point de vue. C'est de la science dure, physique, donc de n'importe où qu'on regarde, ça doit être la même chose, donc c'est précisément non situé. Or, ces positions-là, elles ont un peu l'air d'être incompatibles, c'est-à-dire que c'est difficile d'être et là, sauf à considérer que naturellement, le patient est aligné avec le DSM. C'est-à-dire que vraiment, il y aurait des vraies
catégorie naturelle qui décrirait vraiment les patients dans le DSM. Ou alors qu'il s'agit de l'aligner entre guillemets de force. C'est-à-dire qu'on va le faire rentrer dans un langage et dans des catégories d'entendement dans lesquelles il va être prié de se mouler, qu'il va être prié d'adopter pour se penser lui-même. C'est ce que Pierre-Henri Castel appelle passer des sciences pour les hommes à des hommes pour les sciences. Pardon pour la faute d'orthographe. Ça, on le fait, hein. C'est d'ailleurs la stratégie qu'adopte le système de santé publique. Je ne vais pas vous décrire ça, évidemment, mais c'est toute la machinerie de santé publique qui constitue ici le patient qu'on pourrait appeler l'homo DSM, qui se pense lui-même à l'aune des catégories du DSM, donc vous trouverez ça dans cet article. Donc, la position de l'AESP, apparemment, c'est et l'une et l'autre, c'est-à-dire une sorte de solution de compromis, me semble-t-il, pour tenir ensemble ces deux positions qui semblent apparemment incompatibles. C'est-à-dire, il y a d'une part une position objective sur la maladie, qui est celle donc du DSM, qui permet donc d'adopter des classifications donc très rigoureuses, et d'autre part une position subjective sur les effets de la maladie. C'est ce que vous dites dans un slide qui est au début du document. Quel effet cela fait d'entendre des voix? Quel effet cela fait de se sentir déprimé? Mais tel que c'est formulé, on dirait tout autant quel effet ça fait d'avoir un cancer du pancréas ou quel effet ça fait d'avoir de l'asthme. Donc, est-ce que ça marche de tenir ces deux positions ensemble? Oui, ça marche, à condition que le corrélat dans la tête du patient de la catégorie du DSM soit bien un objet valide. Mais on a vu qu'en fait, il n'en était rien. Et ça marche aussi à condition que, plus généralement, ce soit un objet naturel totalement indépendant de l'institut historico-social, ce qui est très probablement faux. Je ne vais pas le développer ici. Donc, ce sur quoi je voudrais conclure, c'est que du coup, vous vous retrouvez avec une position épistémologique compliquée, qui contient des choses contradictoires les unes avec les autres, et que par ailleurs, me semble-t-il, dans le champ de la psychiatrie, comme l'a dit Franck ce matin, on est à un moment de bascule où il serait possible de s'orienter différemment que dans la voie DSM-5. Et que possiblement, ça pourrait être maintenant qu'il serait intéressant d'intégrer quand même des éléments de réflexion philosophique dans la conceptualisation de la psychiatrie et des troubles mentaux vers laquelle vous allez, pour la prochaine décennie, choisir de vous orienter. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup parce que c'était très intéressant. J'étais pour ma part surpris de cet angle d'attaque et de cette lecture, mais intéressé par le résumé que vous en avez fait. Ce support avait pour objectif d'être destiné à un public large, soit de la population générale, soit d'étudiants vraiment tout débutants en médecine, et avait plutôt une position, pas de publicité, de promotion ou de recadrage nosographique, mais plus une position d'humilité et de recadrage sur les missions du psychiatre, qui peut-être justement, et là c'est là où peut-être j'aimerais avoir votre avis, qui justement peut-être où il y a des attentes sociales qui sont différentes de la compétence du psychiatre. La compétence du psychiatre, son cœur de métier, c'est de soigner des gens, d'identifier des maladies lorsqu'il y a une souffrance et d'aider ses patients lorsqu'il y a une souffrance, et pas peut-être d'aller intervenir sur tel ou tel fait divers, où là par contre on dépasse de nos champs de compétences. Il y a beaucoup de fantasmes aussi, hein, et je crois que tous les collègues qui sont ici et qui vont en soirée et qui annoncent leur métier de psychiatre, ça génère tout un tas de fantasmes et ils ont l'impression que le psychiatre peut lire comme dans un livre ouvert leur esprit. Et donc c'était d'aller recentrer l'objet et les compétences attendues d'un psychiatre, donc une position finalement plutôt humble par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on peut proposer à nos patients, sur
eh bien, donc ces différentes missions, et que, comme dans les autres disciplines, on va essayer de recueillir des symptômes et des maladies pour lesquelles on tente, avec des difficultés parce qu'on est face à des maladies très complexes, et comme on l'a souligné, c'est probablement la discipline la plus intéressante liée à cette complexité, justement. Mais voilà, vous voyez, plutôt un mouvement comme ça. Et par contre, je ne serais peut-être pas aussi pessimiste que vous, voire peut-être des fois presque un peu nihiliste sur cette vision qu'avait peut-être un peu Franck Bellivier de on n'y arrive pas, parce que, et on l'a vu au cours de cette journée, on a quand même réussi à faire pas mal de liens entre ces neurosciences, ces validités de ces marqueurs biologiques, notamment on a vu la réactivité émotionnelle, le suicide, la saisonnalité, l'autisme et bien d'autres liens qui sont en cours effectivement de précision, qui ne sont pas tout à fait élucidés, mais qui nous semblent aller quand même dans un sens qui permet de combiner justement ces deux positions peut-être que vous avez mentionnées, qui est une classification imparfaite, mais qui nous permet de réfléchir sur un modèle commun, et qui permet du coup de parler le même langage, et jusqu'à maintenant, avant les DSM, c'était quand même une certaine cacophonie entre les différents intervenants, et de se rappeler quand même qu'il y a cette part de subjectivité, cette part de complexité liée à chaque individu. Tout à fait, donc j'ai bien considéré le document dont nous parlons exactement comme vous l'avez dit, et en fait, donc j'ai mentionné ce que disent les internes en psychiatrie de ce qui se passe pendant leur internat. Ce qui correspond pour moi à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est un ensemble de pressions qui s'exercent socialement, qui s'exercent sur la psychiatrie et sur les psychiatres, pour soit leur demander des choses auxquelles ils ne peuvent pas répondre, soit les positionner à une place spécifique. Et il se pourrait que la stratégie collective qui se dégage de ça, c'est un peu comme les psychologues l'ont fait quand ils ont voulu se démarquer de la philosophie. Ils ont scientificisé à l'extrême leur discipline en faisant la psychologie expérimentale, etc. Il se pourrait qu'il y ait une tentation de faire de la psychiatrie une médecine parmi d'autres. C'est-à-dire la psychiatrie comme sorte de médecine. Et donc, du coup, de rechercher, parce que vous avez dit, des vraies maladies, des vraies nosographies, des choses clairement établies, rigoureuses, précises, qui font qu'on répond à une chose et pas à une autre, on répond à la maladie, à la souffrance, etc. Mon hypothèse, ou ma position, enfin je ne sais pas, c'est qu'il se pourrait bien, et cette position a déjà été défendue avant, que la psychiatrie, ce ne soit pas une sorte de médecine, mais que la médecine, ce soit une sorte de psychiatrie. C'est-à-dire que la psychiatrie pourrait avoir une position beaucoup plus englobante sur la médecine que ce qu'elle a si elle se cantonne à répliquer des modes de fonctionnement médicaux, un modèle médical traditionnel dans lequel elle va chercher des maladies naturelles décrites dans des nosographies, avec un point de vue qui vise à l'objectivité, parce que, comme le dit Nagel dans l'article que j'ai cité, ce faisant, elle ne peut que perdre son objet, parce que son objet, c'est la subjectivité. Et donc, ce faisant, nécessairement, elle est en train de perdre quelque chose. Alors que si c'est la position inverse qui était développée, la médecine pourrait tout à fait être une déclinaison objective de la position de la psychiatrie qui a une position subjective. Moi, j'ai une troisième solution. En fait, on est les responsables de la chauve-souris. Parce que la solution, c'est de dire qu'on peut être entendeur de voix et souffrir de schizophrénie, vous voyez. C'est de dire que la solution, ce qu'il y a dans la tête, c'est un signe ou un symptôme, c'est pas la maladie. Et que le signe et le symptôme, lui, il peut avoir une entité, une validité neurophénoménologique, à la fois neurologique et phénoménologique pertinente. Les travaux de Renaud Jardry sur les hallucinations montrent que c'est des entités intimement liées au niveau du vécu subjectif et du cerveau. Donc c'est pas la schizophrénie qu'on vit en première personne, c'est le fait d'être entendeur de voix. Et c'est pour ça que les associations de patients marchent en tant qu'entendeurs de voix et pas en tant qu'association de schizophrènes. Absolument. Donc ce qu'il y a dans la tête, la troisième solution, c'est de dire qu'on a des entités nosographiques qui sont pertinentes d'un point de vue de notre médecine de santé publique, et qu'en personnel, avec les patients, on traite des symptômes qui sont, eux, des entités neurophénoménologiques valides. Et ça serait la troisième solution qu'on a voulu, je pense, de manière un peu simpliste, exposer et mettre en avant. Tout à fait. Et la question a été posée ce matin, la question a été posée ce matin
de l'épidémiologie et de pourquoi en psychiatrie, on n'a pas cette extension comme ça, ce continuum entre l'épidémiologie et la clinique. Moi, je fais l'hypothèse qu'on l'a, ou on va l'avoir. C'est-à-dire que la santé publique est en train de l'imposer comme interlangue. Donc, ce que vous dites m'apparaît comme un but qui bientôt ne sera plus tenable. C'est pas possible d'avoir à l'extérieur, d'un point de vue du dispositif de santé publique, une position qui est celle que vous venez de décrire, avec des choses qui sont nosographiées, qui sont systématisées, qui sont objectives, etc. Et en face à face, en interpersonnel, changer complètement de paradigme et replacer le symptôme dans une dimension où le symptôme aurait du sens, même si c'est pas ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, c'est pas ce que vous avez dit. Précisément pas, justement. Exactement pas. Voilà. Exactement pas. Parce que ça fait 3 paradigmes là, que je suis en train de nommer, dont celui du symptôme qui a du sens, qui est un 3e. Et qu'on ne peut pas tenir dans les 2 autres. Mais même les 2 précédents ne tiennent pas ensemble. Et pas plus que dans le reste de la médecine. Ce qui serait englobant, c'est pas tant la psychiatrie par rapport à la médecine, c'est les concepts de psychologie de la santé. C'est comment les gens se comportent par rapport à leur santé. Et là, ils agissent avec des représentations qui ne sont pas uniquement celles de l'ordre médical, qui sont d'autres représentations. Et c'est plutôt ça qui englobe la médecine et la santé. Et ça ne pose pas de souci d'être diabétique et de faire des stratégies d'éducation à la santé chez le sujet diabétique. Il a à la fois sa maladie, il a à la fois ses comportements de santé en propre, alimentaires, de plaisir, etc., qui sont pris en charge également par les diabétologues maintenant dans les maladies chroniques. Tout à fait. D'ailleurs, le modèle de la dépression, c'est un modèle diabétique aujourd'hui. C'est un modèle de maladie chronique avec une déplétion de la sérotonine comme on a une déplétion de l'insuline. Et donc c'est le même modèle en fait. Et justement, c'est-à-dire qu'on est en train de faire de la psychiatrie une diabétologie. Et c'est là où ça rend compatible. Juste pour préciser, un des objectifs peut-être vicieux de cette présentation, qu'on présente en fait aux externes, donc qui sont étudiants en médecine à partir de la 4e, 5e et 6e année, c'est qu'ils considèrent les patients comme des vrais malades. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit c'est des vraies maladies. C'est pas tant pour faire mousser la psychiatrie, c'est pour qu'aux urgences, on ne soit pas devant la porte en train de dire tu viens le voir parce que lui est psy. Ça, c'est des choses qui sont vraiment régulièrement vécues et contre lesquelles on se bat. Donc c'est aussi ça l'objectif de cette présentation, c'est peut-être un peu exagéré en disant les maladies, etc., etc. Mais c'est pour que les étudiants ils sachent que les patients c'est des vrais malades, des personnes qui souffrent, et qu'elles doivent être considérées comme quelqu'un qui a un infarctus et qui va aux urgences. C'est aussi ça pourquoi on a caricaturé à certains moments, ou simplifié, ou fait des ponts difficiles à faire. C'est pour que les externes ils comprennent que c'est des patients, c'est des malades, des personnes qui souffrent. Oui. Quand le lendemain d'une émission sur les infarctus aux urgences, la fréquence est multipliée par 10 de consultation, ils reçoivent des malades ou quelqu'un d'autre en cardiologie. Mais l'externe, c'est pas l'externe. Mais je veux dire, c'est pas l'externe qui va aller voir le cardiologue à sa porte et qui va lui dire tu viens, il y a des cardios. Alors qu'en psychiatrie, moi je trouve que. Je parle en médecine, dans la manière dont on accueille une dimension. Une émission de télépasse, le lendemain, dans les services d'urgence, la fréquence des consultations de cardiologie est multipliée par 10. Les gens qui viennent là, quelle est leur identité dans ce modèle? Qu'est-ce qu'on fait de la dimension qu'ils expriment? Qu'est-ce qu'on fait dans un système où, pour être reçus, pour avoir leur feuille, leur accueil, on va les inscrire d'emblée dans une feuille de maladie? Bien, moi, ce que je trouve génial dans votre approche, c'est que de passer par des symptômes et donc obligatoirement par des dimensions, ça permet de casser dans la manière dont on appréhende un niveau de symptôme, un niveau de dimension, le modèle qui enferme jusqu'à présent. Parce que, à la limite, il ne faut pas lui dire c'est un vrai malade. Il vient. Et on va voir. Et après, c'est une réflexion qu'on doit avoir sur la psychologie médicale en général. Je pense que les psychiatres, ils ne sont pas meilleurs en psychologie médicale, ils ne devraient pas être meilleurs en psychologie médicale que dans les autres spécialités, et qu'ils devraient avoir leur exercice spécifique et la psychologie médicale, comme le médecin généraliste devrait avoir la psychologie médicale, le diabétologue. Je pense que les diabétologues sont assez avancés en psychologie médicale d'ailleurs par rapport aux autres spécialités. Une petite intervention rapide. C'est vrai que M. Briffaut, vous avez bien compris
la complexité, je pense, de notre travail, où effectivement on doit faire avec des paradigmes qui sont incommensurables, effectivement. Et je crois que beaucoup d'entre nous en ont conscience, on doit faire avec. Et c'est un peu comme ça, je pense, que je comprends l'intervention ce matin de M. Galfi, qui nous dit qu'il faut effectivement travailler l'hétérogénéité de notre champ. Mais effectivement, je pense que le va-et-vient entre une approche compréhensive, empathique du patient et la classification. Alors moi, j'ai très rarement ouvert un DSM, je travaille avec d'autres outils, mais qui sont aussi des classifications de toute façon. Mais effectivement, ce va-et-vient, on le fait incessamment, et même si quelque part il y a quelque chose d'incohérent dans cette façon de faire, on le fait. Et en sachant qu'il y a quelque chose d'incohérent et d'incommensurable entre ces deux paradigmes. Tout à fait. Et pour aller dans votre sens et dans ce que vous venez de dire sur la question de... Il faut, à la porte du service des urgences, dire que ce malade, cette personne qui se présente avec des symptômes psy est un vrai malade pour qu'elle soit entendue comme les autres. C'est une logique de déstigmatisation qui traverse actuellement tout le champ de la santé, qui est extrêmement puissante, qui est poussée initialement par les associations de patients, les associations de malades, etc. Mais qui, du coup, la solution qu'on trouve généralement pour déstigmatiser, c'est de dire que c'est de naturaliser. C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est mon cerveau, donc je n'en suis pas responsable, donc je rentre dans le rôle parsonien de malade, etc. Et du coup, ça crée une sorte d'agrégation forcée qui contraint à maintenir ensemble des paradigmes qu'on peut gérer dans une pratique complexe, comme des points de vue spécifiques qu'on peut manipuler, mais si la nécessité de la déstigmatisation oblige à les tenir ensemble de force, du coup, on arrive à quelque chose qui est incohérent d'un point de vue épistémologique, mais surtout du point de vue du cadre qu'on donne aux patients, c'est incohérent et c'est désubjectivant. Parce que ça impose instantanément de se décaler pour objectiver le positionnement subjectif qui vient là se donner à s'exprimer. Bon, on va finir là. Un gros travail donc à faire encore sur la stigmatisation et les représentations dans des modèles très complexes. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette journée. On va reproduire ça l'an prochain. En essayant de faire des appels également à la communication. Donc vous serez sollicités si vous le souhaitez. Donc on vous dit à très bientôt. Les vidéos